Thomas Soto. Ils sont là, les experts. Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning, Alex. Alors là, c'est Hoş geldiniz qui veut dire bienvenue en turc et c'est ce qu'ont dit les Turcs massivement à leur président Erdogan. On va donc parler des élections turques. On va parler du miel et des abeilles avec Axel de Tarlé. Alexandre Kara va nous faire une révélation politique et Anne Le Gall va nous parler des métiers de demain. On ne les connaît pas encore. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Hoş geldiniz. C'est toujours un peu plus long en turc, forcément. Axel de Tarlé, la production de miel est en forte hausse cette année en France, une hausse d'au moins 50%. Et voilà une très bonne nouvelle alors que l'on sait que les abeilles sont menacées. Voilà Thomas, je suis venu ici avec une tartine de miel et un beau pot de miel puisque cette année... Une tartine pour 6, c'est ça Axel de Tarlé. Sympa. On économise. Mais non, parce que la production de miel repart de l'avant. Cette année, on devrait faire 15 à 17 000 tonnes, alors qu'en 2014, c'était 10 000 tonnes. Donc vous voyez, une hausse sensible. Pourquoi cette reprise de la production de miel ? Eh bien, en 2013, il y a eu un moratoire européen sur 4 pesticides dits néonicotinoïdes. Ce sont des pesticides qui s'attaquent au système nerveux des abeilles qui se retrouvent désorientées, qui perdent leur repère et finissent par mourir. Il faut savoir que ces pesticides ont été introduits sur le marché en 95. À l'époque, nous produisions, la France, 30 000 tonnes de miel chaque année. Aujourd'hui, c'est 10 000 tonnes. Vous voyez, ces pesticides, depuis qu'ils sont apparus, la production française de miel a été divisée par 3. Donc, il y a un lien très net, très précis, incontestable entre ces pesticides d'un côté et la disparition des abeilles de l'autre. Ça veut dire plus de miel et ça veut dire aussi donc plus d'abeilles, donc danger pour notre agriculture. Parce que vous savez que les abeilles pollinisent en Chine. Faute d'abeilles, ce sont les paysans qui effectuent eux-mêmes cette pollinisation en répandant le pollen avec des brosses à dents ou des filtres à cigarettes. Donc vous voyez, c'est laborieux. Bah oui, c'est laborieux. On est obligé de faire le travail des abeilles en Chine. Bon, mais est-ce qu'on peut dire que les abeilles sont sauvées ou pas ? Parce que ça allait un peu trop vite en besogne. Bah écoutez, on constate qu'il y a eu le même succès en Italie. Alors en Italie, ils ont interdit ces pesticides néonicotinoïdes en 2008 et on est carrément revenu à une mortalité normale des abeilles. La situation est revenue à la normale en Italie. Alors il faut que ce mot, parce que pour l'instant, ça n'est qu'un moratoire. Il faut qu'il soit prolongé en Europe. Il faut qu'il soit étendu, même puisqu'on ne parle que de 4 pesticides, il y en a d'autres. Mais en tous les cas, ce que ça montre, c'est qu'on peut agir sur la nature, on peut réparer nos propres dégâts, et c'est un message finalement plein d'optimisme à 4 semaines de la COP21, qui lui va agir non pas contre les pesticides, mais contre le CO2. Le miel est de retour. C'est quand même un cas d'école, parce qu'il y a eu un débat pendant des années sur ces pesticides, et justement sur le rapport avec la disparition des abeilles, et les lobbies ont été tellement efficaces que la France, effectivement, a pris 5 ans de retard sur l'Italie. En tous les cas, on critique l'Europe, c'est l'Europe qui a décidé de ce moratoire européen en 2013. Une bonne nouvelle économique, ça fait pas de mal pour commencer ce rendez-vous avec les experts d'Europe 1. Alex Taylor, on va donc en Turquie avec vous. On se demandait ce qui allait se passer pour le parti du président Erdogan en Turquie, l'AKP. Finalement, il a gagné bien plus largement que prévu. Oui, je vous rappelle que c'est la deuxième fois donc, que les Turcs ont voté cette année. Après une interlude de 5 mois, l'AKP, les islamo-conservateurs, ont la majorité absolue maintenant avec 49% des voix. C'est même 10% de plus qu'en juin. Ils espéraient 270 sièges. Ils ont obtenu 315. Ce qui est intéressant, c'est s'ils se mettent maintenant avec l'extrême droite turque, ils peuvent même dépasser les 330 sièges nécessaires pour réécrire la Constitution. C'est ce que veut Erdogan. Erdogan veut faire ça pour devenir comme une sorte de Poutine turc. Alors, que dit la presse turque ce matin ? C'est pas simple d'être journaliste en Turquie aujourd'hui. Non, parce que la plupart de la presse d'opposition est bâillonnée. Il y a eu beaucoup de reportages ces dernières semaines. Mais ce qui est intéressant, j'ai regardé, même la presse populaire n'est pas très flatteuse. Hurriyet, qui est le journal le plus vendu, dit que Erdogan est comme une belle-mère opiniâtre. Je cite, « Il était une fois un pays où les normes fondamentales de la gouvernance démocratique étaient bafouées pour satisfaire les ambitions d'un despote. Fini la Turquie d'hier, le génie est désormais sorti de la bouteille. » En tout cas, la plupart des journaux sont d'accord avec le journal le plus lu, Zaman, et ça constitue un véritable électrochoc et les Turcs portent toujours les stigmates d'un climat anxiogène avec la guerre à leurs frontières et des attentats sur place récemment. L'attentat, notamment il y a 3 semaines, qui a fait 102 victimes. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique pour l'Europe, Alex ? Ça veut dire que Erdogan, car on prononce ça s'écrit Erdogan, mais on prononce Erdogan, va pouvoir monnayer encore plus fort avec Merkel. Il veut en gros de l'argent pour traiter avec le problème des migrants sur place. Il veut aussi l'abolition des visas pour les Turcs, mais il faut savoir que l'Allemagne et la France sont contre, c'est peu probable. Et quant à l'Union européenne, eh bien, pour le moment, la marraine a d'autres chats à fouetter. Elle n'est pas très Europe-friendly. C'est pas un sujet d'actualité complètement en ce moment. C'est plus sombre, mais ça va donner aussi les mains libres à Erdogan dans la répression contre les Kurdes. Oui, c'est vrai qu'on fait un score inférieur à ce qu'ils espéraient. Les Kurdes est inférieur au scrutin. C'est compliqué avec les Américains, parce que les Américains ont besoin des Kurdes pour lutter contre Daesh. Contre l'État islamique, à la frontière notamment entre la Turquie et la Syrie. Voilà, tout ça est compliqué. Alexandre Kara, le 5 avril prochain, les chaînes de télé françaises vont basculer en haute définition.
Et là, on se dit, où est la politique ? Eh bien, une opération techniquement simple, mais qui pourrait ne pas se passer comme prévu. Et c'est là que la politique intervient. Exactement, Thomas. Parce que derrière cette belle opération, il y a un bras de fer entre le gouvernement, donc la politique, et les opérateurs de télédiffusion. Un affrontement qui pourrait entraîner un retard considérable, voire même un écran noir pour les Français, c'est-à-dire des chaînes en moins sur votre télé le jour de ce basculement technique. Carrément. Bravo, la haute définition. Mais Alexandre, pourquoi cet affrontement entre l'État et les télédiffuseurs ? Tout Qu'est-ce qui se simplement, passe ? comme souvent, pour des questions de gros sous. Le gouvernement espère retirer de ce passage en haute définition 2,5 milliards d'euros de recettes, parce que la nouvelle norme va libérer des fréquences pour le téléphone mobile, que l'État va revendre aux opérateurs de téléphonie. Mais, dans le même temps, ce changement de norme va coûter très cher aux télédiffuseurs, mais là, l'État ne veut pas mettre la main à la poche, d'où ce bras de fer. Mais pourquoi le gouvernement prend-il le risque d'un tel affrontement qui pourrait provoquer un écran noir ? Il y a électoralement pas grand-chose de pire qu'un écran noir quand même. Si on prive les gens de leur télé, ça va pas le faire. Mais si vous voulez, tout simplement parce que le gouvernement, financièrement, est aux abois. Il a besoin d'argent. Ces 2,5 milliards de recettes permettraient de boucler plus facilement le budget de 2016, d'autant que, vous l'avez vu, par exemple, avec l'exonération d'impôts locaux pour les retraités modestes, il va encore falloir trouver des recettes non prévues. Donc, le gouvernement ne veut pas dépenser un centime pour les télédiffuseurs. Si j'ajoute à cela qu'en coulisses, c'est l'occasion d'un affrontement évidemment entre Bercy qui tient les cordons de la bourse et les ministères de la Culture qui veut défendre les téléspectateurs. Bref, vous le voyez, cette affaire ne fait que commencer. Voilà, donc ça sera en avril, le 5 avril. Rassurez-nous, la radio ne sera pas coupée, quoi qu'il arrive. Non, a priori, il n'y a pas de problème. Eh ben, parce que la haute coupez la définition, télé. on y est déjà largement. Mais oui, coupez la télé, Europe1.fr, la vidéo, il y a tout ce qu'il vous faut. Anne Le Gall, on va innover avec vous. Oula, mais quels sont donc ces métiers ? Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Vous nous présentez les métiers de demain qui n'existent pas encore, mais que nos enfants pourraient bien exercer. Voilà, 65% des métiers qu'exerceront les enfants qui sont aujourd'hui à l'école, en maternelle, en primaire, n'existent pas encore. C'est un chiffre du département du travail américain, donc ça fait les 2/3. Ça veut dire, Thomas, que votre fils qui est en maternelle vous demandera peut-être de devenir légisbotaire ou algo-vendeur ou corcepteur. Alors, pour l'instant, il veut s'occuper des oiseaux, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, mais alors, autant savoir quand même de quoi il s'agit. Légisbotaire, à votre avis ? Légisbotaire, C'est un juriste. Les lois sur les bottes. Il fait des lois. Mes bottes sont arrivées d'ailleurs. Les lois, c'est bon. Juriste spécialisé en droit des robots. Oui, il va adorer. Voilà. Génial. Alors, comment vous dites Légis quoi ? Légisbotaire. Légisbotaire. Algo-vendeur. Ça, c'est facile. Des algues. Vendeur d'algorithmes. Voilà, l'algorithme, pas des Vendeur algues. d'algues, c'est bon pour la santé. Et corcepteur, à votre avis ? Corcepteur. Il y a concepteur. Corcepteur. Et le corps. Construit les corps. Et ben voilà, concepteur d'organes, de réparation, de cellules de remplacement pour notre corps. Donc il travaillera sur des prothèses en 3D ou sur des cultures de tissus en laboratoire. Allez, on poursuit le quiz. Si votre enfant veut devenir entomysinier. Entomie, c'est empailler tout ça, non ? Les insectes. Il veut empailler les magasins, non ? Les insectes. Il cuisinera les insectes. Exact. Très bien. Axel de Tarlet a bon, effectivement, 1400 espèces d'insectes peuvent être potentiellement consommées par l'homme avec un bilan carbone meilleur que celui de la viande, donc c'est un métier d'avenir. Et puis en 2030, on trouvera aussi sans doute des relocaliseurs. Bien sûr. Ça, c'est plus inattendu. C'est pour ceux qui sont délocalisés. Eh bien absolument, vous rigolez, mais c'est celui qui fera du coaching téléphonique pour permettre aux gens qui ont perdu leur signal GPS de se retrouver. Ah, génial. Et oui, en cas de panne satellite, par exemple. Et oui. Et voilà. En 2030. En 2030. C'est pour demain. Voilà. Bon, c'est pour demain. On va rester avec nos métiers d'aujourd'hui. Nous, on restera les experts. On sera toujours là. On saura plus. On se mettra à jour. Julie nous remettra à jour, mais on fera un reboot. Et on est tout, très tout ça n'est pas de la fiction. géolocalisés, nous. C'est pas de la fiction. Ça se trouve dans le dictionnaire des métiers de demain qui a été écrit par Anne-Caroline Pocot. Elle se documente depuis des années. Donc les mots ne seront peut-être pas ceux-là, mais les concepts existent. On est géolocalisé. Ça se passe à 7h15 sur Europe 1. C'est les experts. À demain matin, les amis. À demain.